Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad. Ce que vous êtes en train d'entendre n'est ni la voix d'une victime, ni celle d'un témoin. C'est celle du tueur lui-même. Un homme qui appelle la police pour annoncer qu'il vient de commettre un crime et qu'il ne peut pas s'arrêter. Cet homme s'appelle Paul Michael Stefani, surnommé The Whippy Voice Killer, le tueur à la voix larmoyante. Entre 1980 et 1982, il commet une série d'attaques dans la région de Minneapolis-Saint Paul. 3 femmes sont assassinées, 2 survivent. Mais ce qui rend cette affaire unique, ce sont ses appels passés après certains crimes. Des appels en pleurs, avec des excuses et une détresse apparente. Aujourd'hui, nous allons retracer son histoire et surtout comprendre son profil psychologique. Qui était Paul Michael Stefani ? Paul Stefani naît le 8 septembre 1944 à Austin, dans le Minnesota. Il grandit dans une famille catholique nombreuse, deuxième d'une fratrie de 10 enfants. Lorsque sa mère se remarie, alors qu'il a environ 3 ans, le climat familial change. Plusieurs récits évoquent un beau-père violent, parfois brutal avec les enfants. Son enfance semble extérieurement ordinaire, mais marquée par des tensions et de possibles abus. Il va évoluer dans un environnement religieux strict, un élément que certains spécialistes considéreront plus tard comme pouvant influencer son rapport à la culpabilité. Dans les années 1960, il quitte Austin pour s'installer à Saint Paul. Il travaille principalement comme concierge ou employé d'expédition. Il se marie avec Beverly Leader et ont une fille. Le couple divorcera par la suite. Sa vie adulte va être marquée par l'instabilité professionnelle et financière. Il enchaîne les emplois, peine à conserver un poste stable et est licencié en 1977 de la Malberg Manufacturing Company. D'ailleurs, le corps de sa première victime sera retrouvé près de ce bâtiment. Karen Potak, la première attaque. Le 31 décembre 1980, Karen Potak marche seule dans la nuit. Tout d'un coup, Stefani l'agresse violemment à l'aide d'une barre métallique et la laisse inconsciente. Elle survit, mais avec de graves lésions neurologiques qui l'empêchent d'identifier son assaillant. Peu après l'attaque, la police reçoit un appel. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? À ce moment-là, personne ne comprend encore que le tueur vient de révéler sa signature. Vous l'aurez compris, l'auteur de cet appel, c'est bien Paul Michael Stefani. Kimberly Compton, l'escalade. Le 3 juin 1981, la violence franchit un seuil. Kimberly Compton, 18 ans, quitte son domicile pour acheter des cigarettes. Elle croise malheureusement la route de Stefani. Son corps est retrouvé peu après. Elle a été poignardée des dizaines de fois avec un pic à glace. Les blessures témoignent d'un déchaînement brutal. Ce n'est plus une simple agression, c'est une explosion de violence. Et puis encore une fois, le téléphone sonne. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I did like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. On peut voir qu'il pleure, qu'il dit qu'il a poignardé quelqu'un, qu'il est désolé et qu'il ne peut pas s'arrêter. C'est à partir de ce moment-là que les médias lui donnent son surnom, le Whippy Voice Killer. Kathleen Greening, le meurtre silencieux. En juillet 1982, Kathleen Greening est retrouvée morte dans sa baignoire. La mort est d'abord considérée comme accidentelle. Cette fois, il n'y a aucun appel. C'est seulement des années plus tard que Paul Michael Stefani avouera l'avoir noyée. Ce meurtre montre une facette différente, plus discrète, plus contrôlée. Et surtout,
on peut voir qu'il ne ressent pas toujours le besoin immédiat d'appeler. Barbara Simon, la confession brute. Le 5 août 1982, Barbara Simon rencontre Stéphanie dans un bar. La conversation est banale. Il va venir se montrer courtois et presque effacé. Elle lui offre une cigarette et il lui propose de la raccompagner. Peu après, Barbara Simon est retrouvée morte. Elle a été poignardée à de multiples reprises. Cette fois, l'appel arrive rapidement. La voix est brisée. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... if somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Calm down. Calm. Stéphanie dit exactement ce qu'il a fait. Il va même venir donner des détails précis. Il ne nie pas, il ne minimise pas. Il avoue. Cet appel glace les enquêteurs, parce qu'il ne ressemble pas à une provocation. Il ressemble à une confession incontrôlée. Denise Williams, une dernière tentative. Le 21 août 1982, Stéphanie prend en stop Denise Williams, une travailleuse du sexe de 19 ans. Il s'engage dans une impasse et la poignarde à plusieurs reprises avec un tournevis. Mais cette fois, la victime se défend. Elle le frappe avec une bouteille et le blesse au visage. Une personne qui passait par là va intervenir. Stéphanie, face à cela, fuit. De retour chez lui, réalisant qu'il saigne abondamment, il appelle les secours. I need an ambulance. Where? 1505 Westminster. 1505 Yes, Westminster. What's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208, I'm bleeding. 208. Where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. Sa voix est immédiatement reconnue par les enquêteurs. De plus, les blessures que Paul Michael Stéphanie présente concordent avec l'agression de Denise Williams. Le tueur à la voix larmoyante vient de se trahir. Il est arrêté le 21 août 1982. Le procès et les aveux tardifs. Lors de son procès, Stéphanie ne reconnaît pas l'ensemble de ses crimes. Il va même venir plaider non coupable au départ. Il est condamné pour le meurtre de Barbara Simons et la tentative de meurtre de Denise Williams, à 58 ans de prison. Contrairement à l'image laissée par ses appels, on peut voir qu'il ne se livre pas spontanément à la justice. Mais ce n'est qu'en 1997, lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la peau en phase terminale, qu'il avoue plusieurs meurtres supplémentaires, dont ceux de Kimberly Compton et de Kathleen Greening. Il se justifie en disant qu'il veut mettre de l'ordre avant de mourir. Il va venir décéder en prison en 1998. Psychocriminologie. Le profil psychocriminologique de Paul Michael Stéphanie intrigue encore aujourd'hui les spécialistes, car il ne correspond ni totalement au stéréotype du tueur froid et manipulateur, ni à celui d'un individu totalement délirant ou psychotique. Son cas se situe dans une zone plus complexe, plus ambiguë, où la violence extrême coexiste avec une détresse émotionnelle apparente. Les analyses comportementales réalisées à partir des dossiers judiciaires et des archives médiatiques montrent d'abord un fonctionnement largement désorganisé. Ces attaques sont opportunistes. Il cible des femmes seules, souvent la nuit, sans stratégie élaborée. Les armes qu'il utilise sont aussi improvisées, tournevis, pic à glace, barre en métal. De plus, il ne met pas en scène les corps, ne laisse pas de messages codés, ou ne cherche pas à construire une identité criminelle sophistiquée. La violence, elle est excessive, répétitive, parfois frénétique. Ce type de comportement correspond dans les typologies criminologiques classiques à un profil dit désorganisé. Ce profil est marqué par une impulsivité élevée, une faible planification, des difficultés à réguler les émotions. Contrairement au tueur structuré qui contrôle la scène, Paul Michael Stéphanie semble submergé par ses propres actes. Mais ce qui rend son cas unique ne réside pas uniquement dans la violence, c'est le cycle qui suit l'acte. Plusieurs spécialistes ont observé que ce comportement semble s'inscrire dans une séquence répétitive. Montée de tension interne, explosion violente, puis effondrement émotionnel. Après certaines agressions, il appelle la police en pleurant.
Il s'excuse. Il affirme ne pas pouvoir s'arrêter. Il semble même paniquer. Ses appels sont courts, instables, marqués par la détresse plutôt que par la provocation. Et en effet, contrairement à des criminels comme Dennis Rader ou même le Zodiac, qui eux utilisaient la communication avec les autorités comme un moyen de domination ou de mise en scène narcissique, Paul Michael Stephani ne cherche pas la notoriété. Il ne joue pas avec l'enquête. Ses appels ne sont pas stratégiques. Ils paraissent impulsifs, presque même compulsifs. Par contre, les experts restent toutefois prudents sur la question du remords. Pleurer ne signifie pas nécessairement éprouver une empathie profonde envers la victime. Il est possible que sa culpabilité soit centrée sur lui-même, sur la peur des conséquences, sur l'angoisse morale, sur la panique, ou même encore sur ses convictions religieuses, plutôt que sur la souffrance infligée. Il peut exister dans ce cas-là une détresse réelle sans véritable capacité à se représenter l'impact humain de ses actes. Et cette nuance, elle est essentielle. Un autre élément souvent évoqué concerne la désinhibition. Stephani a mentionné une consommation régulière d'alcool. L'alcool est connu pour diminuer l'inhibition comportementale et venir amplifier l'agressivité impulsive. Bien sûr, cela ne constitue pas une explication suffisante, mais peut avoir agi comme facteur aggravant chez un individu déjà émotionnellement instable. La question d'une éventuelle psychose s'est également posée. Stephani a affirmé entendre une voix lui disant de tuer. Toutefois, aucune expertise psychiatrique publique n'a conclu à une psychose avérée au moment des faits. Les tribunaux l'ont jugé pénalement responsable, ce qui signifie qu'il comprenait la nature illégale de ses actes. Et en plus, il tentait d'éviter l'arrestation, il ne se rendait pas volontairement. Ces éléments-là vont à l'encontre d'un délire chronique altérant totalement son discernement. Les spécialistes penchent davantage vers un trouble de la personnalité marqué par une dysrégulation émotionnelle sévère que plutôt vers une vraie schizophrénie avérée. Lors de l'attaque contre Denise Williams, il va venir évoquer des fantasmes sexuels avant de passer à l'acte. Cette association entre excitation, domination et violence va venir suggérer une possible composante sexuelle dans sa dynamique criminelle. Toutefois, il n'y a aucun diagnostic public qui permet d'affirmer l'existence d'une paraphilie structurée. Les experts demeurent prudents faute d'évaluation clinique détaillée rendue publique. Il y a un aspect particulièrement intéressant de son fonctionnement. C'est ce que les psychologues vont venir appeler un conflit, approche, évitement. Paul Michael Stephani semble vouloir être arrêté. Il appelle, il demande presque qu'on le retrouve, mais il ne se rend réellement jamais. Donc il oscille entre le désir de soulagement et la peur des conséquences. Ce tiraillement interne pourrait expliquer la répétition des appels sans passage à une vraie reddition volontaire. D'où vient cette violence ? Alors on va reprendre quelques parties de la psychocriminologie afin de comprendre l'origine de la violence de Paul Michael Stephani. Comprendre l'origine de la violence de Paul Michael Stephani ne consiste pas à chercher un événement unique qui aurait créé un tueur. La réalité est rarement aussi simple. Dans son cas, rien ne permet d'identifier un moment précis où tout a basculé. Ce qu'on va venir observer plutôt, c'est une accumulation de facteurs de vulnérabilité et une trajectoire marquée par des fragilités émotionnelles qui, combinées, ont pu créer un terrain propice au passage à l'acte. Tout d'abord, il grandit dans une famille nombreuse et religieuse du Minnesota. Son enfance semble extérieurement ordinaire, mais plusieurs récits vont venir évoquer un beau-père violent après le remariage de sa mère. Il faut savoir que l'exposition répétée à la violence durant l'enfance n'engendre bien sûr pas automatiquement un comportement criminel, mais les recherches en psychologie développementale montrent qu'elles peuvent venir altérer la manière dont un enfant apprend à gérer la frustration, la colère et l'autorité. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où la violence est une réponse fréquente au conflit, il peut venir intégrer, parfois même inconsciemment, cette modalité comme une forme d'expression possible de la tension. À cela vient s'ajouter une difficulté persistante à réguler ses émotions. Comme on l'a vu, les crimes de Stephani révèlent un schéma récurrent, une montée progressive de tension, suivie d'une explosion brutale de violence, puis un effondrement émotionnel presque immédiat. Cette séquence, tension, passage à l'acte, panique, correspond à ce que les spécialistes appellent une dysrégulation émotionnelle sévère. L'individu va venir ressentir une pression interne qu'il ne parvient plus à contenir. L'agression devient alors une forme de décharge.
Mais une fois la tension retombée, la conscience morale revient, accompagnée de honte, de peur et de détresse. Chez Stéphanie, cette phase se manifeste par des appels en pleurs à la police. Pourtant, la culpabilité ne suffit pas à interrompre le cycle. La tension finit par revenir. Son parcours adulte va venir renforcer cette fragilité. Divorce, instabilité professionnelle, licenciements répétés, isolement progressif. L'accumulation d'échecs peut nourrir un sentiment d'humiliation et de perte de contrôle. Et chez certains individus émotionnellement vulnérables, cette accumulation peut se transformer en ressentiment diffus. Et concernant les victimes choisies par Stéphanie, on retrouve des femmes seules, rencontrées par opportunité, qui semblent correspondre à des cibles vulnérables, accessibles, sur lesquelles ils pouvaient momentanément exercer un pouvoir qu'ils ne parvenaient peut-être pas à maintenir dans sa propre vie. Un élément troublant apparaît également lors de l'attaque contre Dennis Williams. Juste avant de passer à l'acte, Stéphanie évoque des fantasmes sexuels. Cette association entre excitation, domination et violence n'est pas rare dans certains profils criminels. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'une paraphilie structurée, mais plutôt d'un mélange d'excitation, de frustration et de besoin de contrôle. Lorsque la sexualité se combine à un sentiment d'impuissance ou d'humiliation, la violence peut devenir un moyen de restaurer une illusion de maîtrise. L'alcool a également été mentionné dans certains récits de son propre témoignage. Sans pouvoir affirmer qu'il en était dépendant, il est établi que l'alcool diminue l'inhibition, altère les jugements et amplifie l'impulsivité. Chez un individu déjà en difficulté dans la gestion de ses émotions, il peut agir comme un catalyseur. Et bien sûr, ce n'est pas une cause en soi, mais c'est un facteur aggravant possible. Alors reste la question des voix qu'il aurait affirmé entendre. Si cette déclaration peut évoquer un trouble psychotique, aucun rapport psychiatrique public ne confirme un délire chronique ou une perte totale de discernement. D'ailleurs, il ne s'est pas livré volontairement, il tentait d'éviter les conséquences judiciaires. Cette conscience de la faute suggère qu'il ne se trouvait pas dans un état de rupture complète avec la réalité, mais plutôt dans un conflit interne profond. Donc on peut voir que lorsqu'on se demande d'où vient sa violence, la réponse ne se trouve pas dans un événement unique, mais dans la convergence de plusieurs éléments. Une enfance possiblement marquée par la brutalité, une fragilité émotionnelle persistante, une accumulation d'échecs personnels, une possible désinhibition et surtout une incapacité chronique à réguler sa tension interne. Ce mélange instable a pu créer un terrain où la violence devenait temporairement une solution tragique, destructrice, qui se répétait. En conclusion, au final, Paul Michael Stéphanie apparaît comme un individu profondément dysrégulé, impulsif, capable de ressentir une culpabilité post-acte, mais incapable de contrôler durablement ses pulsions violentes. Il ne correspond pas au profil psychopathe classique qu'on connaît avec ce côté dépourvu d'émotions. Il ne correspond pas non plus à un profil psychotique totalement déconnecté de la réalité, mais il va venir incarner une zone intermédiaire, celle d'un homme conscient de ses actes, traversé par la honte et la panique, mais prisonnier d'un cycle de tension et d'explosion qu'il ne parvient pas à interrompre. Son cas rappelle une vérité dérangeante. La présence d'émotions ne protège pas nécessairement contre la violence. La culpabilité peut exister, elle peut même être intense, mais elle ne suffit pas toujours à empêcher la répétition.